Vous êtes sur la RTB, bienvenue à l'émission Culture Express. Voilà, vous êtes sur la RTB, bienvenue à l'émission Culture Express. Il sera question en actualité culturelle des nuits atypiques de Koudougou, les récréatrales, le festival de la culture d'Agara, les rencontres musicales africaines. La deuxième partie de l'émission, on va parler de la musique à l'ère du digital avec des invités. On aura 3 invités pour en parler au cours donc, de cette émission. Et avec moi, Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse. Bonjour, journaliste. Bonjour, bonjour aux fidèles de la télévision nationale de Burkina et plus particulièrement ceux qui ne ratent pas une seule fois l'émission Culture Express. C'est un plaisir. Voilà. On y va pour l'actualité culturelle. La 25e édition des Nuits atypiques de Koudougou se tient du 23 au 29 novembre 2020. Plus de 30 artistes sont attendus en live pour ce rendez-vous. Le comité d'organisation à sa tête, Koudbi Kouala, a animé une conférence de presse le jeudi 22 octobre à Koudougou pour dévoiler les facettes de l'édition. Le parrain est Sa Majesté le Mogo Naba Bango. Voilà, c'est l'information qu'on a voulu partager avec vous. On reçoit à présent pour parler de nous dresser la 11e édition des récréatrales. Nous sommes avec Aristide Tanakda. Bonjour. Bonjour Marius. Oui, c'est un plaisir. Directeur artistique du festival. Ouais, puis du directeur tout court maintenant, enfin directeur général. On m'a tendu des pièges, j'ai pas vu je suis tombé dedans. Et nous avons Bilia Ba, metteur en scène, comédien et auteur. Il est également le directeur du festival Univers des mots à Conakry. Bonjour. Bonjour. Et on salue tous ceux qui nous suivent depuis Conakry. Voilà. La rue est magnifique, hein, la 9.32. C'est magnifique, on voit que les scénographes ont fait un travail formidable. Au total, nous avons eu droit à combien de scénographes qui ont bossé là-dessus? On va voir les images, hein, avec si la régie le permet. Une soixantaine de scénographes venus d'à peu près 13 pays du continent, mais aussi quelques images, oui. Voilà, de France et puis de Belgique. Oui. Et donc voilà, c'est le lieu pour moi vraiment de saluer leur bravoure, leur courage, parce qu'on sait tous que c'est pas une année très facile, mais c'est justement dans des moments comme ça que les artistes doivent libérer leur génie pour nous offrir de la beauté comme on vient de le voir. Et ça a mis combien de temps pour ça? Normalement, on devrait avoir 3 mois, c'est-à-dire ils devraient venir en février, enfin ils sont venus en février, à partir de juin, ils devraient être là pour le côté court pour pouvoir avancer, donc juin n'a pas été possible et là ils ont eu 6 semaines. Voilà. Alors, Gomé a un tout autre visage depuis un certain temps et cela annonce bien sûr cette édition 2020 des récréatrales. À quoi on doit s'attendre spécifiquement? On sait que le quartier, notamment même ceux qui ne sont pas du quartier, tous ceux qui se sont habitués donc au festival des récréatrales, s'attendent toujours à quelque chose d'exceptionnel. Pour cette édition, quel est le plus que les gens auquel les gens doivent s'attendre? On a toujours essayé d'avoir un plus en continuant bien sûr ce qu'on a l'habitude de faire, donc ne pas minorer, ne pas régresser par rapport à la rue par exemple. Comme vous avez vu, c'est encore une rue qui va émerveiller, dont on aura plaisir à venir s'y promener, écouter de la musique, parler et puis aussi rentrer dans les cours familiales, voir des spectacles. Mais déjà ce soir à partir de 18h, nous allons lancer la 11e édition et c'est le quartier même, c'est-à-dire ce sont nos mamans, nos petits frères, nos grands frères, tous les jeunes là qui sont dans le quartier qui vont assurer le spectacle d'ouverture sous la houlette de Bouba Bogoba Lissanou, qui est un chorégraphe qui nous vient de Bobo. Et puis à partir de demain, le quartier lui-même sera sur scène. Il y a 9 jeunes qui vont jouer pendant toute la plateforme. Et donc voilà, ça c'est vraiment le fait nouveau, le nouveau visage que prennent les récréatrales, c'est d'inclure le quartier dans la dimension artistique, quoi. Ah oui. Et à travers quoi exactement Une pièce de théâtre voilà, qui sera jouée avec des textes qui vont être portés, de la musique par des jeunes qui sont du quartier, des musiciens qui sont du quartier. Mais à la base, ils doivent être forcément artistes, hein, c'est ça? Ah, pas du tout, ils n'étaient pas du tout artistes, je pense qu'ils ne le sont toujours pas, mais maintenant on voit poindre des vocations, on va essayer d'accompagner ça, mais le but justement c'était qu'ils soient à l'intérieur, au cœur même du processus artistique pour nous comprendre mieux. Ça c'est un gros défi, hein? Tout à fait. Oui. On verra s'il sera relevé, c'est à vous, public, de venir nous le dire. Oui.
Nous dresser, c'est la thématique réservée. On sait qu'elle est d'une actualité, en tout cas certaine, vu que nous traversons une situation sanitaire qui est difficile. En plus de ça, le pays ne connaît pas sa paix d'antan. Est-ce que cela a aussi contribué au choix de ce thème-là et au choix aussi du contenu des différents spectacles qui seront proposés au public? Oui, c'est toujours le pouls de l'événement, le thème. C'est à partir du thème, par exemple, que vous voyez toutes les œuvres scénographiques qui ont été faites par les scénographes. Donc on essaie toujours de faire en sorte que cette manifestation ne parle pas qu'à nous, artistes, mais qu'elle parle à l'ensemble de la population, et donc d'être à l'écoute du pouls de notre société, mais aussi du monde, et qu'effectivement, depuis un certain temps, le vivre ensemble est en péril dans notre pays. La maladie est venue s'ajouter, mais nous avions déjà eu notre thème avant qu'il y ait le corona. Bon, on a toujours été prémonitoire, c'est bizarre, mais bon, voilà, c'est la preuve qu'on est à l'écoute. Mais c'est ça, c'est nous dresser surtout pour faire face à toutes ces ombres-là qui essaient d'envahir l'humanité. Notre rire qui est par terre, c'est nous dresser pour essayer de relever ce rire-là, et de faire communauté ensemble, de faire bloc face aux tempêtes. Monsieur Ba, on aura droit à quoi? Vous, quelle est votre contribution concrètement pour la réussite de ce festival? Moi, je suis là en tant que professionnel, mais je suis là aussi en tant que, je vais dire même, membre des récréatrales. Nous sommes partenaires de ce festival et aussi ce festival nous a surtout inspiré, nous a donné envie de créer l'univers des mots à Conakry. Et depuis quelques années, franchement, on a un partenariat, c'est le lieu de le dire, que les récréatrales, au-delà même de toute cette beauté artistique, de tout ce combat artistique que vous voyez, c'est le lieu de dire que les récréatrales aujourd'hui, c'est au-delà d'inspirer d'autres plateformes dans la sous-région, accompagne aussi d'autres plateformes. Nous avons ici des jeunes scénographes qui sont là pas seulement pour participer au festival, mais qui sont là aussi pour apprendre. Donc, il y a des artistes de la Guinée qui sont présents. Il y a des artistes de la Guinée. Au total, combien? Il y a 6 Guinéens qui sont là. Dans différentes disciplines, je sais pas. Différentes disciplines et aussi métiers aussi. Parce que c'est très important. On a notre administrateur qui est en charge en stage ici. Parce que généralement, on ne pense pas trop au métier, alors que c'est super important. Il faut dire donc que c'est du 24 au 31 octobre. Il est prévu des créations, des spectacles invités, cycle de lecture, plateau jeune, public, plateau musical et pas mal d'autres choses. Oui, il y aura du théâtre comme d'habitude, il y aura de la danse avec Serge Mekoulibaly qui revient avec sa dernière création, Wakat, qui a vraiment fait tabac au Théâtre National de Bruxelles. Il y a Étienne Mounungou qui revient sur scène, c'est plus directeur, on l'a chassé. Il a dit tu reprends ton travail. Voilà. Et donc il revient pour jouer Trace, ce magnifique texte de Felwine Sarr, discours aux nations africaines. Donc c'est vraiment très important que ce texte soit entendu et écouté parce qu'il est vraiment écrit pour les Africains, notamment la jeunesse africaine. Et puis, il y a Course au soleil, c'est un texte d'un béninois mis en scène par Joe. Et puis, le jeune public dont vous avez parlé tout à l'heure, pour les enfants, des spectacles faits par les enfants, mais faits aussi pour les enfants, puis les nuits musicales pour terminer les soirées tranquillement en fête. Et puis, il y a cette rue à contempler, à voir, plus les mamans et les papas du quartier qui vont nous nourrir. La thématique, c'est nous dresser. Est-ce que dans les différentes créations, on pourra cette thématique-là va ressortir? Je pense. Je fais la programmation, bien sûr, en tenant compte de la thématique, mais maintenant, je peux me tromper. C'est pour cela que les gens doivent venir pour nous dire. Voilà, il y a un spectacle qui vient du Rwanda, Murmure. C'est pour moi, voilà, pour moi, ça aborde complètement cette thématique. Et j'invite vraiment les gens, les femmes surtout, à venir voir cette pièce
pièce parce qu'elle parle de la condition de la femme en général. Je ne parle pas de la femme africaine, mais de la femme en général. La preuve, c'est que c'est porté par une Belge et une Rwandaise. Donc voilà, ça parle de la femme. Et puis le spectacle d'ouverture part du thème. Et donc voilà, je pense qu'on sera dans la thématique. Je voudrais aussi rapidement, parce que sinon je n'aurai pas le temps, Billy a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Pour moi, il est important que nos manifestations s'ouvrent à nous, que ce soit que là où les écoles ne soient pas seulement qu'au nord, qu'on pense aussi que voilà, et qu'on se soutienne mutuellement, et que je suis vraiment très heureux et très fier de ce pont qu'il y a entre l'univers des mots et les récréatrales, parce qu'à chaque édition de l'univers des mots, des artistes des récréatrales y vont, et puis inversement. Et donc voilà, il y a quelque chose on essaie de le faire avec d'autres pays africains. Les spectacles s'ouvrent à quelle heure? À partir de 18h. Voilà, les spectacles s'ouvrent pour le jeune public et puis pour les grands aussi. Il y a des conditions particulières pour avoir accès? Sur le site, conditions sanitaires obligent, il faut accepter de se faire désinfecter les mains, se faire flasher pour la température et puis avoir son masque. Et puis après, il faut avoir son ticket pour avoir droit aux salles. Et je précise que même quand on a son badge, il faut réserver. C'est-à-dire que même quand parce qu'on a des passes, c'est 1000 francs, tu as l'ensemble de la programmation. Voilà, donc, mais il faut quand même réserver parce que les jours étant limités, voilà, il faut un minimum d'organisation. Ok, merci bien. On sera là ce soir à 18h, oui, Yarbanga. Oui, peut-être une dernière question, parce qu'il y a une question à laquelle Tagnada a répondu en disant que la particularité, c'est justement la participation des gens du quartier qui ne sont pas des professionnels dans le domaine de l'art. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a bien sûr au niveau des spectacles qu'on va avoir, enfin des nuits musicales, il y aura des artistes, il y aura des têtes d'affiche, parce que ça peut intéresser aussi une catégorie de public qui s'attend à voir justement un certain nombre d'artistes. Oui, il y aura Dick Office, il y aura Awa Boussim, enfin parce que ça c'est le domaine, c'est Smoke qui fait sa programmation, mais je crois que les noms que je retiens c'est ça, il y aura Fadem, il y aura Douniam, il y aura le Kayaoto, voilà, vous allez être bien servi. Il y aura des douaniers comme Dim Jérémy, comme Issouf Compardo aussi. Voilà. C'était important parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent justement cette partie-là. Merci bien. La troisième actualité culturelle, et puis on sera là ce soir à 18h. Voilà. Avant que vous ne partez, donc la troisième actualité culturelle, les rencontres musicales africaines, le top départ a été pour ce jeudi au Sénazar, pour cette troisième édition. Le thème est musique digitale et économie locale, comment développer des outils adaptés. On va suivre cet élément. La troisième édition des rencontres musicales africaines se veut plus ouverte au grand public. C'est ici, au théâtre Kwamba Lankwandé, en présence des professionnels de la musique d'Afrique, que le ministre en charge de la culture lance les activités. L'EREMA, un cadre d'expression des artistes africains sur l'économie de la musique. La musique africaine est confrontée au défi de la mondialisation à partir du moment où les anciens outils de diffusion de la musique sont aujourd'hui des outils complètement démodés. Il s'agit de réfléchir par quel moyen nous allons passer pour vendre aussi la musique de nos artistes. Témoignages, conférences, prestations musicales et humoristiques meublent la rencontre de Ouagadougou. L'EREMA, déjà, c'est donc cet événement musical qui se veut le rendez-vous incontournable à ne pas manquer sur le continent africain. Dorénavant, sur le continent africain, il faut donc que les professionnels marquent ce rendez-vous dans leur agenda annuel. Ce sera aussi, il faut le dire officiellement, maintenant les REMA vont se déplacer pour rester définitivement dans le mois d'octobre. Nous annonçons que les REMA ont donc comme objectif donc, de faire de la musique un levier de développement. Après la cérémonie d'ouverture, les rencontres musicales africaines se déportent dans les quartiers de Ouagadougou pour des concerts avec une dizaine d'artistes du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun du 22 au 24 octobre 2020.
Nous avons suivi quelques panels concernant les RMA et vous rappelez même qu'actuellement il se tient du côté du Sénasa un autre panel. Le constat que j'ai fait, c'est la faible participation des artistes, managers aux différents panels et formations. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Yervanga? Oui, tout à fait, parce qu'on remarque que lorsqu'il y a des rencontres professionnelles qui en principe devraient quand même intéresser les acteurs de même, parce que c'est vrai que ce n'est pas fermé aux autres publics, mais c'est plus eux qui sont les acteurs qui sont donc les mains de la chaîne là, c'est eux qui doivent être là pour participer. Mais le constat qu'on fait effectivement, c'est qu'il n'y a pas l'engouement qu'on pouvait s'y attendre. Voilà, c'est dommage, mais l'une des explications, je dirais, c'est que j'allais dire le manque de conscience, le manque de sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que ce n'est pas quelque chose qui va être profitable à court terme et même à long terme. Alors qu'à mon avis, de telles rencontres peut premièrement ouvrir beaucoup de portes, ça peut améliorer sa façon de concevoir, sa façon de voir les choses, parce qu'on va parler tout à l'heure de digitalisation, donc de la musique. C'est des occasions comme ça qui peuvent permettre d'engager beaucoup de... On a même une photo là, peut-être on va mettre derrière une photo. On a beaucoup de techniques pour pouvoir améliorer sa façon de voir, sa façon de concevoir, et c'est l'occasion peut-être pour inviter les uns les autres, ce public voilà, pour qu'ils puissent participer davantage à ce genre de rencontres-là, parce que c'est important, c'est fait pour eux et c'est dommage qu'ils n'y soient pas. Et vraiment, je pense que ceux qui ont pu participer, parce qu'on a vu quand même des gens qui étaient là, parce que eux, en réalité, ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à partager. Ceux qui devraient être là pour pouvoir bénéficier, et malheureusement, ils n'étaient pas là. Et c'est là toute la problématique. Et il faudrait qu'ils prennent conscience que c'est des occasions uniques pour pouvoir se former davantage, comme on finit jamais de se former, mais d'avoir aussi de nouvelles façons de voir, de concevoir. Puis ce sont des thématiques qui sont à l'air du temps. Exactement. Et il faut se préparer. Exactement. Et nous sommes avec M. Somé K. Jean de Dieu, il est acteur culturel. On va parler du Festival d'Agara. Voilà. Merci. C'est la 8e édition du FESCUDA. Oui, Festival de la culture d'Agara. Il faut le dire, c'est un festival en tout cas qui rassemble pas mal donc de fans de la culture d'Agara et également des Dagara autour donc des produits et pratiques culturelles d'Agara. Ça fait la 9e édition cette année. Et donc l'apport de... En 8 ans, qu'est-ce que ça a apporté ce festival? Oui, effectivement, c'est comme je l'ai dit, ça peut créer en tout cas un intérêt non seulement au sein de la communauté d'Agara, à certaines pratiques et produits culturels d'Agara. Alors chaque année, il y a en tout cas une grande attente donc, au niveau donc, de la communauté d'Agara et l'ouverture aussi de la culture à d'autres cultures. Quand vous regardez par exemple le programme de cette année, on a vraiment mis l'accent sur comment est-ce qu'on peut effectivement partager les valeurs et amener les autres aussi à partager donc leurs valeurs à travers donc, le festival. Il y a la promotion des acteurs culturels d'Agara. Donc durant ce festival, on permet en tout cas au public d'Agara et non d'Agara de découvrir en tout cas de nouveaux talents culturels. Justement, parlons des talents sur le plan musical, ces talents récents là, depuis Jackie Méda et Norbert Daviré et autres, on a l'impression qu'ils ont du mal à avoir l'ancrage national. Tout à fait. Un succès national. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est effectivement, vous savez, le domaine artistique, il y a le talent, il y a la promotion du talent. Peut-être que voilà, la question, c'est peut-être au niveau de la promotion, comment est-ce qu'on peut effectivement amener tous les talents qu'on présente à ces événements, à pouvoir en tout cas grimper d'échelon. C'est peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas aussi le lieu de faire une ouverture au niveau de la création, s'ouvrir, voilà. Oui, effectivement. D'autres rythmes et tout. Je pense qu'effectivement, les artistes d'Agara, surtout quand on prend des artistes comme Jackie Méda, il a quand même pas mal de variétés, assez d'ouverture en termes de langue et en termes d'instruments utilisés. Donc il a vraiment produit des trucs zouk, des trucs reggae et purement d'Agara. Donc je pense que la question est beaucoup plus sur
comment est-ce qu'on fait la promotion de ces artistes-là au plan national et peut-être international, c'est peut-être ça le souci. On sait que quand on parle de la culture d'Agara, ce n'est pas seulement que la musique, il y a notamment au niveau de la mode où on permet aussi de valoriser ce qu'on appelle l'aspect vestimentaire de Dagara. Je pense que c'est plus humain aussi dans ce domaine-là. Est-ce qu'au-delà de ces objectifs-là, est-ce qu'il y a aussi, comme objectif recherché par le festival-là, le fait de faire disparaître certains préjugés? Et je prends un exemple comme ça où on dit que les Dagara, quand ils ont un bébé, c'est avec du pain liquide pour emprunter l'expression à Oyu, quand on fait le bain du bébé. Voilà. Parce que je pense que c'est peut-être des préjugés et que les occasions comme ça peuvent permettre justement d'éclaircir les uns les autres. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est là le grand défi, arriver à montrer la culture dans sa diversité. Mais le plus souvent, l'offre culturelle est adaptée à la demande. Ça veut dire ce que les gens connaissent et veulent voir, c'est ce que généralement qui est mis en avant. Donc comment est-ce qu'on arrive effectivement à mener certaines pratiques qui sont aussi d'une certaine importance et également relever certains stéréotypes et certaines perceptions de la culture d'Agara. Comment est-ce qu'on peut faire tomber ces trucs en intéressant en tout cas l'audience à ces valeurs? C'est ça peut-être le grand défi qu'on doit peut-être travailler à relever. Vous avez mis les... Oui, on s'attend à quoi à cette édition 2020 là, du côté du contenu, de ce qu'on va voir? Ouais, il faut dire que l'édition de cette année, c'est une édition exceptionnelle avec le contexte national qu'on a et la Covid-19 qui vient effectivement et a fait amener un report de l'événement planifié au tout début. Donc ce qu'il y a actuellement, c'est vraiment l'accent est mis sur la rue marchande et il y a aujourd'hui par exemple la nuit culturelle durant laquelle on aura des prestations d'artistes et également il y aura défilé de mode et puis en tout cas des compétitions de danse. Donc vraiment cette année, chaque année on a l'habitude en tout cas d'animer des conférences sur des thématiques d'intérêt, mais bon malheureusement avec le contexte de cette année ça a été donc réduit donc à certaines activités. Et demain dimanche à 16h il y a ce qu'on appelle le grand cercle, voilà le cercle vraiment qui ramène tous les festivaliers autour donc des sons vraiment d'Agara et autres, où en tout cas les gens arrivent à se détendre et puis bon voilà. Côté rythmique, quels sont les rythmes au niveau de la musique d'Agara? Le rythme traditionnel, il y a le berwa, il y a le baobine. Le berwa, par exemple, on va prendre les artistes pour Norbert Dabiré. Lui fait quoi? Norbert n'est pas dans le berwa, il est beaucoup plus, la plupart des artistes d'Agara sont beaucoup plus dans le baobine ou en tout cas un peu du mélange du baobine avec la modernité. Mais le berwa, ça sera beaucoup plus avec ceux qui jouent le balafon. Et Démédé Poda? Voilà, Démédé par exemple, mais il joue aussi beaucoup plus du baobiné que du baobiné. Donc vous avez le berwa, il y a le baobiné, il y a le kobiné. Le kobiné, ça c'est vraiment, on ne le voit pas assez. Et il y a, maintenant les Ndourou et autres. Et ce que Eugène Poucot fait, il a appelé ça le tag beat. Tag beat. Oui. Donc ça c'est une peut-être création. Voilà, je pense. Et au niveau de la danse également? Oui, puis chacun de ces rythmes a une danse spécifique. Par exemple, le berwa, si vous venez au Fescouda, vous allez beaucoup voir le baobiné. Voilà, je ne sais pas si qu'il y ait du berwa ou qu'il y ait en tout cas du kobiné. Voilà. Ça serait beaucoup plus du baobiné. Merci bien, monsieur Jean Sommet K. Jean de Dieu, voilà, acteur culturel. On a voulu avoir certaines informations parce que le festival existe depuis 9 ans maintenant. Voilà, qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Cette fois-ci, vous êtes déplacé du côté du FESPACO, au siège du FESPACO. Tout à fait. Voilà. Et actuellement, on l'organise aussi à Bobo et également on a des éditions aussi à Dissine. Il y a un tour qui était prévu mais qui a été carrément chamboulé par la Covid-19. Donc on va suivre une vidéo d'un artiste de chez vous. Ok, voilà. Merci. De chez nous également. On va suivre la vidéo et juste après on reçoit nos invités.
Si la vidéo est prête, on va suivre la vidéo, la musique et que nous a proposé donc Someka Jean de Dieu, et puis on se retrouve pour nos invités pour la suite. Voilà. Donc je pense qu'on a des petits soucis avec la régie. On va passer le jingle invité. Voilà, le temps que la régie ça fait pour nous proposer cette vidéo, mais elle va venir. Merci. On va recevoir nos invités. On va parler de musique à l'aide du numérique et on va recevoir. Ils vont venir en même temps. Voilà. On va recevoir M. Vali Sila. Il est le président directeur général de JF Enjoy Good Music, qui est avec nous. On va recevoir également Michel Beltank. Elle est consultante en marketing de musique et digital. Et nous avons l'artiste Martial Panucci. Bonjour à tout le monde. On va commencer avec M. Vali Sila, président PDG de JF Enjoy Good Music. C'est quoi JF Enjoy Good Music? Alors JF Enjoy Good Music, c'est une structure qui agit dans la musique tech. Donc la musique tech, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'alliance entre la technologie et la musique. On est parti du principe qu'aujourd'hui en Afrique, nos artistes ont besoin d'avoir des outils qui leur permettent d'être découverts à l'intérieur de leur pays, mais aussi à l'étranger. Donc on a développé des solutions digitales pour pouvoir les accompagner sur la distribution, sur la monétisation de leurs titres, sur l'ensemble des plateformes de streaming du monde, sur YouTube, de classifier leurs titres par genre, par style musicaux, par pays, pour pouvoir mieux la vendre et pour que, en fait, maximiser leurs revenus. Donc c'est une plateforme pour vendre la musique, c'est ça? Alors, ce n'est pas une plateforme pour vendre la musique, c'est une application donc, qui s'appelle JF Music Distribution, qui permet à tout artiste d'avoir dans sa poche un outil pour suivre l'évolution de sa carrière. Sur ses statistiques, où est-ce qu'il a été streamé dans le monde, il peut recevoir son argent directement sur son téléphone, et il peut surtout envoyer ses titres sur toutes les plateformes de streaming. Là, ça, c'est la première étape. Ensuite, nous avons créé JF Music Group, qui est là, en fait, la suite de notre développement, qui est un label de production musicale. Là, nous avons quelques artistes, nous sélectionnons quelques artistes et nous les accompagnons sur un développement. Donc, nous avons commencé en Guinée, où nous sommes basés. Nous avons une équipe aussi au Cameroun. Nous avons une équipe en France métropolitaine et aux Antilles. J'avais entendu Burkina. Inch'Allah. Et puis Michel Beltank, on vous a reçu l'année dernière. Vous êtes consultant en marketing musical et digital. Tout à fait, oui. Voilà, et le parcours est long comme ça. Ah oui. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis hier, vous avez donné une conférence du côté de l'Institut Goethe. La conférence, c'était en fait, c'était, on va dire, un atelier autour de la distribution digitale et pour apporter, on va dire, les outils aux artistes présents et locaux pour faire une bonne sortie digitale. Donc, leur donner un peu le processus, ce qu'il faut prévoir avant, ce qu'il faut prévoir pendant et ce qu'il faut prévoir après. Et puis, bien sûr, essayer aussi de vulgariser, de populariser un peu l'aspect digital de la musique, dans le sens où tout le monde ne comprend pas tous les termes, tous les tenants ou aboutissants qu'il peut y avoir derrière telle ou telle plateforme ou tel distributeur. Donc, je suis là pour un peu éclairer les gens et en faire des acteurs avertis. Et Martial Panucci, lui, il est artiste indépendant. Oui, artiste indépendant depuis toujours, jusqu'à maintenant. Et passionné de digital, qui se donne à fond là-dedans, c'est ça? Oui, moi en fait, je vais essayer d'être un peu le plus court et le plus rapide possible. Donc j'ai commencé à faire du rap au Congo, j'étais encore à l'école primaire, et en fait très tôt mon rap est devenu très engagé. Donc étant dans un pays qui est officiellement une dictature comme le Congo, je ne pouvais pas être diffusé par les médias traditionnels. Donc il y a 5 médias au Congo, ils appartiennent tous plus ou moins au cacique du pouvoir. Et moi, c'est grâce à l'avènement des nouvelles technologies de l'information que j'ai pu me faire découvrir à travers le monde. Et depuis, je m'auto-manage. Donc, je suis resté très à fond dedans pour savoir comment ça se passe, comment il faut faire. Parce que c'était vraiment le domaine et l'endroit où les gens pouvaient accéder à ce que je faisais. Et tu es installé au Burkina Faso?
Oui, je vis officiellement en exil au Burkina Faso depuis 4 ans, on va le dire. Ouais. Je suis arrivé ici le 13 octobre 2016 et maintenant on est en 2020, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la musique avec la venue du digital? Chaque artiste comme indépendant se permet en fait d'être à la fois maître de sa musique, indépendant, pouvoir faire sa musique librement et de pouvoir en fait la diffuser dans le monde entier à un public beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'avec le digital, il n'y a plus forcément de frontières. Donc avec des solutions comme la nôtre, sa musique peut se retrouver partout dans le monde. Tout à l'heure, il m'a passé sa carte, il est dans le physique, toujours bien entendu, la distribution physique existe, mais le digital pour nous, c'est la liberté, la possibilité de pouvoir unir des musiques qui en fait se retrouvent dans chaque pays, mais dans chaque pays, on n'est pas au courant qu'en fait, on fait aussi cette musique. Donc nous, dans notre démarche, on arrive dans des pays, on écoute, on apprend, et ensuite on apporte des solutions pertinentes par rapport au marché. Ça a l'air large, hein. Le digital, c'est quoi exactement? Alors, effectivement, le digital, c'est plutôt large, mais c'est un moyen. C'est un moyen. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur web, avec mon associé aussi, donc on a appris les méandres du digital, du web, et on a utilisé ce savoir pour pouvoir l'appliquer à la culture et au développement de la culture musicale africaine. Donc, c'est un ensemble d'outils. Aujourd'hui, c'est une application. Derrière, il y a un système qui permet de pouvoir distribuer, de pouvoir classer, de pouvoir faire la rémunération. Donc, c'est une succession d'outils qui peuvent mettre mis bout à bout dans un objectif précis. Le digital, c'est ça, à la portée de tout le monde, dans la poche de tout le monde. Surtout que là, on est en Afrique et que le digital, c'est vraiment ce qui, pour moi, est l'une des clés du développement en plus de la culture. Elle va répondre à la même question. Qu'est-ce qui a changé? En fait, voilà, pour compléter ce que vient de dire Wally, dans digital, il faut entendre dématérialisation. Voilà, que ce soit des moyens ou des projets ou des produits que l'on sort. Et du coup, qui passent par d'autres canaux qui sont soit les plateformes de distribution comme Deezer, Spotify, iTunes, etc. Les streaming. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a basculé ces dernières années assez rapidement, il faut le dire, du téléchargement au streaming. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, le streaming, c'est vraiment aller écouter la musique sur une plateforme. Sans pouvoir la télécharger. Exactement, voilà. Et ça a énormément changé la donne parce que ça a vraiment pris le pas sur le téléchargement, mais il y a des avantages et aussi des inconvénients au streaming. On va en parler. Voilà. Alors, à écouter les uns les autres, on se rend compte que la digitalisation du produit musical a beaucoup d'avantages. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de préalable autant pour les artistes que pour ceux qui sont en charge de la promotion de cette nouvelle façon de promouvoir la musique? La question est très pertinente et c'est pour ça que j'ai parlé de processus chez Jaye. Avant de venir imposer telle solution ou telle chose, de dire que le streaming c'est l'avenir, ça passe par une phase déjà, comme le dit Michel, de vulgarisation, de compréhension de la chaîne de valeur musicale aux artistes. On a pu faire des conférences au Sénégal, on a pu en faire au Cameroun, on a pu en faire en Guinée, on a aussi fait en France. Donc dans un premier temps, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser, d'apprendre aux artistes que en fait la musique c'est du show business. Donc dans show business il y a du show, mais il y a aussi du business. Donc il faut une compréhension globale de ça. Donc il y a déjà une phase d'apprentissage, de professionnalisation, et ensuite les outils paraîtront évidents en fait à utiliser. On ne peut pas arriver tout de suite et dire écoutez, Spotify, Deezer. Il n'y a pas Spotify en Afrique, il n'y a pas Deezer à essayer, est présent, d'accord, mais c'est pas le réflexe. Et la solution n'est pas adaptée forcément aussi aux consommateurs africains. Donc avant d'apporter des solutions de diffusion et de dire que ne vous inquiétez pas, c'est dans la diaspora, etc., en fait, il faut déjà faire comprendre à l'artiste que la musique, c'est un métier, c'est un business, et derrière, il y a une chaîne de valeur qu'il faut apprendre et maîtriser pour pouvoir faire diffuser sa musique. Martial, la même question, il y a eu une formation préalable pour que tu entres dans le digital? Moi, j'ai appris dans le tas. C'est en faisant que j'ai appris pas mal de choses. Et c'est d'ailleurs ce que Wally dit, c'est très important d'avoir une base. En fait, même pas un peu d'informatique, mais il faut surtout savoir ce qu'on va faire. Donc moi, c'est en faisant que j'ai appris. Et depuis là, je pense que je sais déjà pas mal de choses. Je sais comment ça fonctionne. Je sais moi-même qui publie sur les plateformes. Et je passe d'ailleurs par un intermédiaire qu'on appelle
le terme approprié, c'est pas intermédiaire, mais c'est agrégateur. Voilà, je passe par un agrégateur, mais c'est moi-même qui mets tout. Donc il faut avoir quand même ce petit savoir-faire-là pour soi-même se permettre certaines choses. Ça vous a pris combien de temps? Avec les caprices d'Internet au niveau du continent, ça peut te prendre une demi-journée parce que c'est pas mal de choses à télécharger, surtout le volume de ce qu'il faut mettre en ligne. C'est pour ça que des solutions adaptées comme ce que disait Vali ou ce que j'ai fait avec le Gabon, c'était un peu différent. Ouais. Avec le digital, ça oblige l'artiste à être multitâche, Michel Beltran. En effet. Alors, soit l'artiste est comme notre artiste, voilà, multitâche, on va dire multicasquette, couteau suisse, ou sinon, il faut qu'il soit accompagné de personnes qui maîtrisent aussi ce nouvel environnement et ce nouvel écosystème qui a été amené par la digitalisation de la musique. Parce que c'est important, comme disait Vali, de maîtriser ça. Parce qu'il faut pas se dire que parce que, on va dire, l'Internet, tout ce qui est le web, c'est en un clic qu'on arrive à faire les choses, que c'est simple. Justement, il y a plein de petites subtilités qu'il faut connaître pour pouvoir remonter. C'est des choses bêtes, mais je parle par exemple d'Instagram. Si on ne met pas les bons hashtags dans un post, et ben votre post ne sera pas bien référencé, ne sera pas pris en compte de manière correcte. Et vous ne gagnerez pas d'abonnés et après la suite. Les choses basiques à savoir, c'est quoi par exemple, un artiste qui a une page Facebook, comment est-ce qu'il alimente déjà, en contenu? Oui, une page Facebook, c'est déjà la présentation. Il faut voir la page Facebook, moi je dirais même les réseaux sociaux comme des CV des artistes en ligne. Et il faut bien présenter son CV, autant pour plaire à son public qu'à des signataires ou des producteurs potentiels. Et moi je dirais que pour une page Facebook, il faut déjà avoir une belle bannière, une biographie, les liens des autres réseaux sociaux, et s'il y a des liens d'achat, genre écoute Spotify, profil Spotify, Deezer, etc., ou même d'autres plateformes, il faut créer un cercle vertueux entre tout ce qui est sur l'artiste disponible sur le web. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Plein de choses. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur Facebook? Moi, pour répondre, je dirais qu'il faut rester propre et objectif. Et ceux qui sont les amateurs du buzz, qui font beaucoup. Mais justement, c'est un autre domaine, c'est un choix. Les serviettes et les maître mot, c'est la professionnalisation. En tant qu'artiste, on fait le nécessaire pour gagner des abonnés qui vont consommer notre musique. Donc c'est un marché. Dans le buzz peut être une stratégie. Le buzz peut être une stratégie comme une autre, mais il faut le maîtriser. Parce que quand tu buzzes trop, tu exploses et après tu oublies de faire de la musique. Alors, on sait que c'est peut-être plus facile pour vous de travailler avec des artistes indépendants comme... C'est ça, c'est le but aussi. Qu'en est-il des artistes qui sont déjà entourés par des staffs qui sont déjà dans la chaîne classique de la musique, où on privilégie plutôt le matériel, parce que vous avez de dématérialisation? Il y a deux choses qui vont nous dire qui sont assez intéressantes. Vous dites des artistes qui sont accompagnés par un staff, et ensuite vous avez dit le schéma classique. Chez Jaye, pour nous, on veut que le modèle classique, ce soit des artistes qui soient indépendants, qui soient libres de faire la musique. Parce que l'indépendance permet de pouvoir chanter ce qu'on veut. C'est une guerre contre les majors? C'est pas une guerre contre les majors. C'est un circuit qui... C'est un autre circuit. C'est diplomatique, ça. Oui, c'est diplomatique d'abord, mais un artiste comme on a là... Est-ce qu'un artiste fait aujourd'hui à être avec une major que d'être indépendant? Aujourd'hui, il a un t-shirt de Thomas Sankara, il a une casquette de Fela Kuti. Il a dû quitter son pays pour pouvoir être libre de chanter ce qu'il veut. Aujourd'hui, il est indépendant, il maîtrise sa distribution, il maîtrise l'ensemble de son processus de création et de vente. Ça, c'est beau. Donc, on écoute de la vraie musique. On écoute de la musique qui est faite par l'artiste. Et nous, c'est notre cheval de bataille. Donc, si on donne l'ensemble des outils aux artistes, ils seront à même de continuer à faire de la musique de qualité, de la musique libre et de la musique qui reflète vraiment leur culture, et ne pas faire de la musique qui vient d'ailleurs et se l'imposer à soi. Donc chaque pays a ses cultures, chaque pays a les arcanes de la découverte à d'autres pays en fait, et je pense que notre démarche est panafricaine, qu'on peut en fait s'unir et créer en fait un vaste ensemble de musique et se rendre compte qu'en fait au Congo on a les mêmes bases de guitare que ici, ou bien de percussion que là, et c'est ce mariage-là qu'on veut. Et ça, c'est une démarche qui, pour nous, ne peut être tenue que par des acteurs locaux et pas des acteurs qui ont d'autres objectifs et qui ont d'autres ambitions pour le continent. Avant de parler du streaming, on va, par exemple, sur YouTube, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être rémunéré, par exemple, sur YouTube?
Alors il faut que... On y revient, la chaîne YouTube doit être elle aussi bien présentée, avec de beaux visuels et des informations nécessaires, indispensables à connaître sur l'artiste. Et après, YouTube a mis des conditions, en fait, pour tout ce qui est monétisation. Et il faut atteindre un certain nombre d'abonnés pour pouvoir accéder à la monétisation. Je pense que c'est 100 000, non? 5 000 minimum, avec voilà, un certain nombre de vues sur les clips sortis sur les 6 derniers mois, sur la dernière année. En fait, ils essayent de resserrer de plus en plus voilà, les taux. Mais en effet, toutes ces plateformes, que ce soit Spotify ou YouTube ou d'autres, en fait, c'est elles qui donnent le règlement ou la réglementation pour pouvoir être pris en compte et référencé au mieux sur, chez eux, quoi. Et du coup, il faut se plier un peu à ça aussi pour pouvoir avancer. Oui, il y a un aspect que j'ai noté lors de l'intervention de mon ami d'en face, c'est la partie sensibilisation qui fait partie des préalables à faire. Qui supporte ça? Et pour pouvoir supporter tout ça, est-ce que, parce que l'artiste indépendant disait tout à l'heure, l'Internet sur le continent, on a des difficultés, alors qu'on a beaucoup de téléphoniques qui s'occupent du domaine. Est-ce qu'il y a des approches justement par rapport justement à ces partenaires-là pour qu'ils puissent vous aider dans la partie sensibilisation? Parce qu'on suppose que ce n'est pas très facile à supporter financièrement parlant. Effectivement, nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Ça fait 2 ans qu'on développe une solution qui doit être adaptée au territoire. Donc on a développé des outils qui permettent d'uploader, d'envoyer des titres en 2 minutes. Pareil, pas d'une demi-journée de formation. Vous téléchargez l'application, en 15 minutes vous avez fait le tour. Et en 2 minutes, vous avez envoyé vos titres. On a des solutions qui permettent de pallier au manque de réseau par moment, de mettre n'importe quel type d'image, de mettre n'importe quel type de fichier audio, ne pas avoir à le convertir, ensuite à revenir. On a simplifié le tout pour que ça puisse être adapté à n'importe quel utilisateur, n'importe où, dans le monde entier, et surtout avec les contraintes qu'on a sur le continent africain. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est le panel d'outils technologiques qu'on développe. Marcel, on gagne avec le digital, tu gagnes beaucoup d'argent? Honnêtement, non, pas beaucoup d'argent. Le truc, c'est qu'il faut... J'ai voulu rendre ma musique accessible à tout le monde. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Je ne suis pas une rockstar, donc je sais que ça va être dans la durée. Au bout il faut pouvoir en vivre quand même. J'ai envie, puisque moi, en fait, je vends plus en physique qu'en numérique. Donc, je n'ai pas délaissé le physique. J'essaye d'avoir les deux et j'essaye aussi, à ma propre façon, de développer des stratégies. Par exemple, le dernier album que j'ai sorti, c'est #2020 Chronique, en parenthèse chronique de la décolonisation. C'est un album qui se vend en CD, mais j'ai développé une stratégie pour pouvoir le liquider sur WhatsApp, entre guillemets liquider sur WhatsApp, puisque tout le monde est sur son téléphone et que les gens n'ont pas forcément de DVD ou de lecteur. Donc je te vends le CD, mais après je t'envoie l'album sur WhatsApp tout en mentionnant en warning que voilà, tu n'as pas le droit de partager tout ce qui va avec, c'est protégé et tout. Donc ça me permet d'accumuler, au lieu d'attendre que les plateformes me reversent l'argent tout de suite, puisque c'est au minimum 3 mois qu'il faut attendre. Et moi, entre-temps, je fais des spectacles, je fais des scènes, je tourne, je fais des médias comme ici, et c'est comme ça que j'arrive à en vivre. Avec les plateformes, tu es sur quelle plateforme Alors moi, j'ai comme agrégateur iMusician Digital. J'aurais bien aimé travailler avec Jaye si je l'avais su plus tôt. C'est par Michel que je l'ai appris hier. Et l'album est sorti symboliquement au Gabon avec G-Store Music. Donc j'ai voulu que ce soit un album qui soit fait sur le continent, qui soit diffusé sur le continent, mais malheureusement il n'y a pas encore, je discuterai tout à l'heure avec le frère pour savoir comment ça se passe. Est-ce que tu perçois grande chose? Non, honnêtement non. Et les chiffres... En se basant sur le digital, est-ce qu'on peut en vivre? Dans ton cas spécifique, oui. Dans mon cas spécifique, je peux en vivre, mais pas vraiment parce qu'il faut attendre longtemps et entre-temps, il y a d'autres choses qu'il faut entreprendre. Et donc, il ne faut pas être pressé avec ça non plus. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit fait dans la durée. Après, il y a des gens qui explosent. Tu peux sortir tout de suite et ça explose. Et là, ça peut rapporter gros. Mais je pense qu'il faut vraiment être dans les 10 000 à 1 million de streaming. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même un fantasme derrière le digital.
voilà, on peut gagner de l'argent, mais ça ne rend pas riche, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai qu'il y a des grands artistes où, comme tu dis, il y a des exceptions qui ressortent du lot, mais il faut voir le digital comme une solution parallèle. Ce qui est le plus rémunérateur pour un artiste, et je pense que c'est partout dans le monde, c'est les lives, c'est les concerts, c'est les prestations. Après, à côté, moi je dis qu'un artiste, quand tu le découvres déjà, c'est en direct sur une scène. Et c'est là que tu vas apprendre à fidéliser ton public et à lui dire oui, allez m'écouter là ou allez acheter mon CD là ou mon truc là. Mais il faut voir ça comme des solutions complémentaires. On ne peut pas voir que les choses sur le digital uniquement. La preuve, il vit sur les deux. Et qu'est-ce même qui les concerts. Qu'est-ce qui coince autant au niveau du digital pour qu'on ne puisse pas en vivre? Il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent au niveau des pas qu'ils perçoivent avec les plateformes. Pour compléter, ce qui s'est dit, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas, quand on dit digital, c'est qu'une seule partie, encore une fois. Le streaming n'est pas la panacée de l'artiste pour devenir riche. C'est-à-dire que l'artiste est un flux de revenus et derrière, il y a d'autres flux de revenus. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la chaîne de valeur. Une fois qu'on a le streaming, il ne faut pas aussi négliger le physique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres droits qui doivent venir. Il y a ce qu'on appelle les droits voisins, il y a les droits d'auteur aussi qui viennent. Donc plus on fait du streaming, plus on génère du droit d'auteur, on génère aussi du droit voisin. Plus on fait du live, plus on génère aussi de droits voisins et du droit d'auteur. Donc le streaming n'est pas la seule solution. Et c'est pour ça qu'avant d'implanter notre solution, il y a une grande phase de sensibilisation. Parce que les personnes peuvent être surprises de dire, écoute, je ne reçois pas mes revenus. Nous, chez Jaï, on paye chaque mois, on paye le mois. Mais il faut avoir fait plus de 50 euros. Avant 50 euros, en fait, on t'envoie un message pour dire que tu ne peux pas recevoir. Et ensuite, on nous dit, écoute, est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que tu as besoin de comprendre? Parce qu'une fois que je vois qu'il y a 1000 streams, qu'il y a 100 000 vues sur YouTube, en fait, il y a des artistes qui disent, ouais, c'est bon, je suis devenu riche, on donne mon argent. Quand tu dis, non, là, il n'y a même pas 10 euros, ils disent, non, c'est pas possible. Approximativement, lorsqu'on fait 1 million de streams, on peut percevoir combien? Et ça, c'est une question qui est piège, sur laquelle on ne peut pas répondre. Et 1 million de streams, c'est 1 million de streams sur quelle plateforme? Est-ce que c'est 1 million de streams sur YouTube? Mais dans ces YouTube, est-ce que c'est des comptabilisés? Est-ce que la chaîne est monétisée? Est-ce que c'est des abonnés payants? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas forcément répondre. Par exemple, sur Spotify. Sur Spotify, il faut multiplier 1 million par 0,0003 centimes. Voilà. Donc c'est bien un peu moins. Ça peut être un peu moins parce que derrière il y a la part de la plateforme Spotify, il y a la part du distributeur et ensuite il y a la part du label et de l'artiste. Et si l'artiste est indépendant, là il prend une bonne partie. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc c'est-à-dire si l'artiste n'est pas indépendant, c'est tripartite. C'est-à-dire il y a le label. Si l'artiste n'est pas indépendant, c'est Omni. Sur le streaming du moins. Sur le streaming. Et comme je dis, le streaming n'est pas la seule source de revenus pour un artiste. Et ça, il faut bien le préciser. Au niveau du digital, parce que même si c'est la tendance que l'on doit dessiner. Même si le digital, on a la chance d'être au Burkina avec une maison de droit d'auteur qui est très performante. Allez vous inscrire à la maison de droit d'auteur. Alors, elle a dit ce qui permet de faire vivre un artiste, c'est plus les prestations live. Mais est-ce que le digital, à travers la promotion des artistes sur plusieurs plateformes, ne peut pas être un point de départ pour se faire inviter en tant qu'artiste dans d'autres publics? Et ça va partie des avantages du digital. Sur le digital, il y a quelque chose de très intéressant qu'on appelle la data. C'est les données, en fait, c'est les résultats qui sont issus des statistiques, des revenus. Nous, chez Jaï, on a plus de 2500 artistes, on a plus de 5000 titres dans notre catalogue, donc ça nous permet de tracer des tendances et de savoir en fait quel type d'artistes font tant de pourcents de revenus, etc. On a un tiers de nos artistes qui font plus de 3000 euros chaque mois en revenus et ça tend à augmenter. Donc, si on se dit que, on arrive dans un pays et qu'on fait le nécessaire et qu'on a les bons partenaires pour faire de la promotion et les bons outils, on est à même d'améliorer en fait ce chiffre d'affaires pour l'artiste là. Et on l'accompagne vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il peut en vivre, mais encore une fois, je le répète, le streaming n'est pas la seule source de revenus et il faut qu'il puisse comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur. D'où cet aspect de sensibilisation, je vais répéter, de professionnalisation pour pouvoir l'accompagner. Et nous, on se donne des valeurs de transparence, d'intégrité et de confiance. Donc, qu'on arrive quelque part, c'est vraiment cette sensibilisation qu'il faut avoir. Sinon, on peut avoir des surprises, sinon ils vont voir les chiffres, ils ne vont pas être contents et là, derrière, on va dire,
mon distributeur c'est un voleur, ma maison dit que c'est un voleur, je ne comprends pas, etc. Il y a eu des cas qui font rêver. Hein. On a vu coller la petite de Franco, tout a commencé par le digital, et actuellement Jérusalem avec Master, c'est très beau ça. KG, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, mais derrière il faut que ça dure. Ouais. Je veux dire que la petite, mais ça n'a pas duré malheureusement. Parce qu'il n'y a pas eu de structure. Voilà, Jérusalem, c'est bien, ça a été récupéré par les majors, donc ça tourne partout. Mais encore une fois, il faut que ça soit structuré. On a envie de voir la suite. On a vu des artistes qui arrivent, qui font boum, et qui font aussi boum par la suite. On est pratiquement au terme, hein. On va faire un dernier tour de table. On va commencer par Martial. Par Michel peut-être. Ouais, c'est ok. Ça va. Michel, que retenir finalement concernant le digital et la musique? Je reviens à ce que vient de dire Vali. Il faut être informé et sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent en fait au mieux les outils qu'ils ont à disposition. Voilà, ça c'est très important. Moi, je dirais à mes collègues artistes qu'il faut se former et se donner les moyens de comprendre comment ça marche. Parce que si on ne comprend pas, comme disait Vali tout à l'heure, on va juste dedans et puis on se perd et à la fin on se démotive même parce que c'est quand même du travail. Et il faut être professionnel pour le faire. Je dirais pas mieux, c'est du show business. Donc c'est du show, donc tout ce qui est créatif, mais c'est aussi du business. Il y a des personnes qui sont là pour se faire de l'argent et je pense que vous chantez aussi pour pouvoir être bien. Bien sûr, c'est mon métier. Exactement. Donc si c'est le métier, il faut le faire à fond et savoir tout ce qu'il y a derrière. Oui, c'est très difficile, disons, pour cet artiste d'être très chaud et très business, d'où la nécessité peut-être de se faire apprendre par les gens qui sont business. Et ça aussi important. Musique et digital, là, donc on recevait Vali Silla, PDG de Jave Enjoy God Music, et puis Michel Beltan, consultante en marketing musical et digital, et l'artiste Martial Panucci. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On se retrouve tout à l'heure au Sénasa, et puis ce soir du côté de l'Institut Goethe pour la suite de la formation. Merci et excellent week-end à tous. Merci. Ciao. Merci.